Bonjour à tous et merci à l'École NAD pour ce très très beau panel. Je voudrais appeler sur scène maintenant quelqu'un d'un peu particulier, quelqu'un que je considère être un ami en fait. On a travaillé ensemble il y a quelques années, on a travaillé ensemble en fait dans plusieurs endroits. C'est quelqu'un, c'est vraiment un geek de première catégorie. Notre manager de scène a hurlé quand on a reçu sa photo parce que c'est une photo avec son chat. Et il était comme, c'est pas sérieux, c'est quoi ce bordel? C'était incroyable, je l'aime énormément. C'est aussi un réalisateur indépendant depuis presque 20 ans et quelqu'un qui est extraordinaire et un puits de connaissances sur le monde geek et sur le monde de comment on raconte les histoires qui nous font rêver. J'appelle sur scène Monsieur Jérôme Cloutier. Viens-t'en. Jérôme, on s'assoit? Oui, absolument. Juste détacher mon micro parce que sinon il va snapper. On va le mettre. Ah ouais, fais attention. On va le mettre ici. Puis tu vas voir, ces fauteuils sont traîtres. Ils sont quoi? Ils sont traîtres. Fais attention quand tu vas te relever. Première question pour toi. Comment on raconte des histoires en 2021? Et c'est quoi un peu l'état du storytelling en 2021? Ben, s'agit-toi que j'ai pris des notes justement pour ça. C'est comme si tu m'avais invité pour parler de ça. Ah, on dirait presque, hein? Ça, c'est, les enfants, on appelle ça un idiolecte. C'est des mots qu'on rajoute pour essayer de perdre du temps ou au moins gagner du temps. Il y a beaucoup de gens qui se limitent à ou mais moi, j'aime ça dire des phrases complètes. On dirait que j'ai l'air intelligent, mais en fait, je dis n'importe quoi. On continue. Donc, la scénarisation dans un monde postmoderne. Mais premièrement, c'est quoi la scénarisation? Si on se base sur la définition de Sid Field, la scénarisation, c'est de décrire des images. Contrairement à un roman, par exemple, ou à un magazine, ou peu importe, on essaie d'inviter le côté un peu plus romancé de tout ça. Dans le fond, on essaie vraiment de plus, vraiment décrire les images. Il se lève, il ramasse quelque chose. Tu peux enlever ton masque complètement si tu veux. Ah, je peux enlever mon masque complètement. OK, attends. Ouais, ça va être un peu mieux. Tu vas être plus confortable. Confortable, OK. Comme ça, c'est bon. Test. OK, parfait. Donc, oui, c'est ça. C'est ça. Tu peux le poser. Excuse-moi. C'est décrire des images. Donc, oui. Et c'est ça aussi qu'on veut dire quand on dit le fameux show don't tell, le fameux ne pas juste avoir du dialogue non-stop, mais rien écrire en termes de visuel. Par contre, on peut avoir des bons dialogues et un bon visuel. Tarantino, par exemple, c'est un bon exemple de... Il réussit à créer des dialogues mémorables, mais il réussit à créer des images mémorables. On est capable de fermer nos yeux et voir un film de Tarantino. Par contre, si je vous dis un moment spécifique dans The West Wing de Aaron Sorkin, par exemple, le dialogue est écœurant. Vous pouvez vous mémoriser le dialogue en l'écoutant, mais vous n'allez peut-être pas le voir, le film, quand vous fermez vos yeux, parce que c'est vraiment des scènes de monde qui se promènent avec du dialogue et tout ça. Fait que c'est important, selon moi, si on veut faire quelque chose qui est mémorable, de non seulement avoir du bon dialogue, mais aussi d'avoir des bonnes images. Pas juste des séquences tape à l'œil ou des séquences d'action nécessairement, mais aussi avoir des bonnes images, comme par exemple... quand ils ont fait le premier Star Wars ou A New Hope maintenant pour les jeunes, ce qui est intéressant, c'est que quand le film était en pré-montage, il y avait plusieurs scènes qui faisaient une introduction à Luke Skywalker, dont des scènes où il se plaignait à ses amis qui voulaient aller là-bas, là-haut dans les étoiles. Et il voulait se joindre à la guerre des étoiles. Et ils ont coupé tout ça, et la première fois qu'on voit Luke maintenant, c'est il se promène, il regarde l'horizon avec les deux soleils, et il se fait appeler par son nom, il se retourne. Et c'est une scène super cool, mais c'est accidentellement sa première introduction dans le film. Parce qu'avant ça, c'est ça, il était introduit plusieurs fois, puis c'était comme, OK, cool. Puis à travers ça, il y avait des trucs dans l'espace, fait que tu coupais constamment à Luke, tout ça. Fait que t'enlevais non seulement sa première apparence, qui était vraiment cool au final, mais t'enlevais aussi le mystère quand les droïdes sont arrivés sur la planète. Tu avais le mystère d'une planète avec des ossements, puis avec des Jawa, puis tout ça. Qui c'est qui est sur cette planète-là? Mais là, en ne pas coupant constamment avec Luke, tu comprends que graduellement, tu te rends compte, il y a des humains, ou en tout cas, il y a des humanoïdes qui ont l'air friendly, ils vont pouvoir aider, tout ça. Fait que de cette manière-là, l'histoire se développe naturellement, au lieu d'avoir comme des scènes forcées avec un personnage et donc une introduction de personnage. Donc, le visuel de Luke qui regarde les deux soleils de Tatooine, c'est une image que quand vous fermez vos yeux, vous voyez. C'est parfait.
Et c'est vrai que c'est une belle Et ça répond image. pas du tout à ta question, qui était qu'est-ce qu'on fait pour sonoriser ça. en 2021? Mais c'est ça, Star Wars, c'est 1977-2021, ben, il y a à peu près 2-3 ans de différence, Ouais, c'est hein. sûr. Par contre, une des affaires qui est maintenant un problème, selon moi, pas un problème comme « Oh mon Dieu, tous les films sont plus bons, là, j'ai pas encore 50 ans, puis je crie pas encore après tous les nuages que je vois. » Mais un des problèmes maintenant, c'est qu'on a tendance à essayer faut respecter la structure. Quand on apprend à scénariser, on a des structures 3 actes, tout ça, on se dit « Ah, c'est plate, 3 actes, on veut changer ça. » On peut changer ça. Ton deuxième acte peut donner ton premier acte. On peut faire Pulp Fiction avec des actes décousus, mais il y a quand même une narrative qui se fait là-dessus. On a quand même une progression narrative, même si les actions ne sont pas temporellement liées ou pas temporellement chronologiques, mettons. Et voyez un peu la structure d'un film ou d'une histoire, peu importe. Quand je dis scénarisation, ça peut être un film, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être... peu importe. Voyez la structure comme un verre d'eau. Voyez surtout comme le verre. Qu'on mette de l'eau, qu'on mette des raisins, qu'on mette des noix, qu'on mette peu importe dans le verre, il va être capable de soutenir ce qu'on veut mettre dans le contenu, va être soutenu peu importe parce qu'il y a un verre autour. Mais si vous avez un verre qui est cassé ou un verre qui a une forme qui ne marche pas, ben vous n'allez pas être capable de mettre votre contenu pour que ça se consomme de manière agréable. Fait qu'il faut faire attention avec ça. J'aime bien cette comparaison que tu fais avec le verre parce qu'elle me rappelle un roman que tu as probablement lu aussi, Des fleurs pour Algernon de Oui. Daniel Keyes, où il compare le verre à l'intelligence. Ben, en fait, et où ce qui est important, c'est ce qu'on met dedans. Je trouve ça intéressant que tu ramènes ça autour du verre, autour de la structure. Malheureusement, je voudrais regarder tout le monde et dire « Ah, ça vient de moi », mais non, ça vient encore une fois de Sid Field, qui avait écrit comme le livre à propos de la scénarisation dans les années 70. Mais c'est une image quand même populaire. Et c'est une image qui est quand même très bien... elle est facile d'accès pour tout le monde. Tout le monde a au moins utilisé un verre dans leur vie. Fait que tout le monde comprend qu'un contenant a besoin de pouvoir être capable de contenir le contenu. Mais là, je te pose peut-être une question un peu difficile. Quand tu nous parles de cette moderne, de à quoi ça ressemble un film aujourd'hui et de quoi ça ressemble ces structures-là, est-ce qu'on parle à l'échelle internationale ou est-ce qu'on parle juste à l'échelle du cinéma hollywoodien? Un peu des deux. En fait, il y a. C'est sûr que quand on parle cinéma, la première image qu'on se fait, c'est genre les Denis Villeneuve de ce monde, mais on parle aussi, il y a aussi des tendances, que ce soit dans les écoles ou que ce soit dans le circuit indépendant, où on essaie de quand même tout le temps. Il y a comme une quête de l'originalité qui est un peu, pas naïve, mais un peu vouée à l'échec en elle-même, parce qu'on ne peut pas nécessairement être original dans le contenu. C'est encore une fois dans le contenant et dans l'exécution qu'on peut, comme par exemple, être original. Le contenant, il faut quand même qu'il y ait une forme classique, mais il y a quand même une manière de peut-être apporter ça, de peut-être, si on n'est pas obligé de le compter à la minuterie non plus. Puis pour ce qui est de l'exécution, mais dans le fond, vous pouvez faire 2 fois la même histoire, mais de manière, comme il y a beaucoup de remakes qui font des scènes similaires, mais que des fois ils font un twist sur la scène. Et de cette manière-là, les exécutions différentes, c'est dans le fond ce qui apporte ce qui est intéressant. Est-ce que tu as peut-être un exemple de ça, je veux dire des remakes, on en a eu beaucoup dans les dernières années? Oui, bien, par exemple, si on y va dans le fond, tout ça, si on engendre tout ça, si on parle de tout ça, on parle de ce qui est du postmodernisme, dans le fond. Okay. Et le postmodernisme, c'est un effort continu de vouloir, dans le fond, déconstruire les choses en changeant non seulement la perspective, mais en essayant de changer, en essayant un peu de jouer avec ce qu'on appelle le suspension of disbelief, ou plutôt, comment on dirait ça en français, le suspens de la crédulité. Oui. Dans le fond, est-ce que je crois, vu que les acteurs y croient, est-ce que moi je crois aux lasers qui font piou-piou? Non, mais c'est important. Écoute, Star Wars, tu y crois parce que les acteurs sont comme « Ah, on y va, c'est une quête. » En fait, je trouve ça super intéressant que tu parles de suspension of disbelief parce que le panel juste avant nous a fini quasiment en parlant de ça. Donc, c'est une belle continuité. Non, c'est ça. C'est quasiment comme si vous aviez organisé vos panélistes dans une... Écoute, cette portion-là n'était pas du tout organisée. C'est juste un très, très beau hasard. Il reste encore des heureux hasards dans la vie. Et dans le fond, les trucs qui viennent avec le postmodernisme, entre autres, on a la déconstruction. Je vais répondre à ta question après dans la deuxième point. Mais dans la déconstruction, dans le fond, on avait une vague entre 2000 et 2006 à peu près, où on avait quasiment juste des prequels. À un moment donné, c'était comme plus intéressant de savoir qu'est-ce que la personne faisait avant d'être cool dans le film où il était cool. Puis là, tu te ramasses avec des Hannibal Lecter, qui n'est pas un cannibale. Là, tu te ramasses avec Willy Wonka, qui apprend comment faire En fait, non, ça, c'est l'année prochaine, Willy Wonka, qui apprend comment faire du chocolat avec Timothée Chalamet. On recommence à tomber dans les prequels, mais on recommence à faire cycliquement des efforts de faire des œuvres connexes où on a une œuvre qui est comme connue de tous, puis on essaie de faire quelque chose qui est satellite autour de ça pour essayer non seulement de capitaliser là-dessus,
mais de comme faire plaisir aux fans de ça. Mais je pense qu'à un moment donné, ce qu'on appelle du fan service, il faut faire attention avec ça, parce que c'est pas parce qu'on a plus de quelque chose que ça devient quelque chose d'encore bien, selon moi. Puis dans le fond, dans la déconstruction aussi, on parlait de perspective. Par exemple, un bon exemple de déconstruction hollywoodienne dernièrement, c'est Thanos dans Infinity War, où pour tout point confondu, Thanos, c'est le protagoniste. C'est pas nécessairement le personnage principal du film. Il y a comme 20 personnages principaux. Ouais. Mais le protagoniste, c'est lui qui fait avancer l'histoire. C'est lui qui, dans le fond, toute l'histoire tourne autour. Et c'est lui, dans le fond, qui apporte les changements à l'histoire. Et dans ce film-là, c'est Thanos. Et à la fin, il gagne. C'est pas cool. C'est intéressant, ça. Parce que je pense que les protagonistes, par exemple, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en général, sans forcément en pensant que ça veut dire le personnage principal. Puis c'est quoi justement pour toi la nuance entre un personnage principal et un protagoniste? Le personnage principal, normalement, c'est un personnage qui apprend de l'histoire. Et le protagoniste, ça peut être les deux fois, ça peut être la même personne, c'est lui qui apprend à l'auditoire l'histoire. Okay. Je sais pas si ça a du sens un petit peu. Ben, je vois ce que tu veux dire, oui. C'est ça. Mais dans le fond, c'est que tu peux avoir un personnage... Comme par exemple, Hellboy. Est-ce que tu as vu le premier... Tu te rappelles du premier Hellboy? Ouais. C'est qui le personnage principal? Oh, je me rappelle pas à ce point-là du premier Hellboy. Non, c'est ça. Mais le personnage principal, c'est Hellboy. Son nom non, c'est pas Hellboy. Ah. C'est l'agent Myers du FBI. C'est vrai. C'est lui qui est notre fenêtre à l'univers qu'on voit. C'est lui qui est le nouveau qui se fait expliquer toutes les mécaniques du jeu, mettons, toutes les mécaniques de qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est le BRPD, ça, c'est les cryptos, ça, c'est ce qui se passe, ça, c'est ce qui se passe. Puis le protagoniste qui fait avancer l'histoire, c'est Hellboy. C'est lui qui fait l'action, c'est lui qui fait les scènes, c'est lui qui fait avancer l'histoire et ultimement, c'est lui qui gagne l'histoire à la fin. Mais le personnage principal, au moins pour les premiers 75% du film, c'est un personnage qu'on appelle un surrogate Surrogate, ça serait quoi en français? Alors ça, c'est... Je pas la traduction sur ça. Un proxy des spectateurs. Je m'excuse de tout le monde à la maison et en salle. Moi, je suis un anglophone, fait que je pense en anglais dans ma tête. Fait que faut que j'imagine les mots que je vais dire en français. C'est pour ça que des fois, je fais des... c'est ça. On aurait pu le faire en anglais, mais je pense que c'est bien. Non, mais on est au campus Party, là, c'est parfait. Là. On est au Québec. On est au Québec. Peut-être parler un petit peu, tu commences à nous parler de postmodernisme. Ouais. Ça, et cette structure-là, comment elle existe et comment elle continue d'exister à travers le cinéma hollywoodien et qu'est-ce que tu vois comme évolution possible après ça? Une des affaires qui est présentement un des problèmes avec ça, entre autres, on avait parlé de déconstruction, on avait aussi la méta-narrative, où justement, par exemple, mettons qu'on y va avec un sujet un peu salé, mettons qu'on y va avec le nouveau Candyman versus l'original. L'original présentait des messages sociaux à travers sa narrative, tandis que le nouveau film, c'est le message social. Je sais pas si tu comprends la différence. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On a vraiment un moment à 7 minutes avant la fin du film où on se tourne vers l'écran puis on fait message. Et peu importe ce qui se passe, c'est tout le temps une espèce de... Ça sort un peu. C'est comme si le film savait que tu écoutes un film puis te disait tu écoutes un film. Voici le message. Et ça sort un peu de la narrative. Ça sort, tu rentres dans le film jusqu'à ce point-là était, je dirais pas excellent, mais l'atmosphère était là, tout était bien, tout était situé, j'étais dedans, tout ça. Puis là, tout d'un coup, le film, il se dit « Ah, ça c'est mal, vous voyez. » Puis c'est comme « OK, ben je le sais. » Est-ce que, et là-dessus, peut-être que tu n'auras pas la réponse, je pense qu'il y a certaines de ces questions-là qui sont complexes, mais clairement, Hollywood, qui pendant longtemps avait des films qui avaient leur message et leur activisme, entre guillemets, qui était très implicite, très en retrait, ouais. est en train de rentrer dans une phase où cet activisme-là il devient très explicite. C'est un peu écrit, je pense. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est comme si on compare, par exemple, avec Night of the Living Dead, l'original en 1968. Ouais. C'est un film, le monde pense, les zombies, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est les gens qui reviennent du Vietnam. C'est les gens qui ont comme plus leur humanité. They look like people, but they're not people. C'est ça. Ils se promènent, ils chancellent, ils sont morts. Ils sont déjà morts, mais ils sont juste encore là. C'est ça le film. Mais tu regardes le film, c'est un film de zombies, ça se passe, c'est cool, right? Mais il y a le message, c'est le Vietnam. Parce qu'on est en 1968. Mais on n'a pas juste... Il n'y a personne qui dit « Ah, ce foutu Vietnam, qu'est-ce qu'on va faire? » Est-ce que tu penses que ça vient d'un besoin ou de nouveaux usages de communication? Je sais que toi, tu as beaucoup fait du cinéma indépendant un peu traditionnel, mais que tu as aussi fait beaucoup de YouTube ouais. et de choses sur le net.
penses-tu qu'il y a comme une façon de communiquer qui est en train de devenir très différente et ce besoin d'explicite qui est en train d'augmenter? Mais c'est sûr que là, on a maintenant ce qu'on appelle la génération Netflix. Fait que tout est à notre disposition parce que c'est ça que les studios ont finalement trouvé pour contrecarrer le piratage. Maintenant, si tout est disponible et pour une modique somme par mois, tu n'as plus besoin d'aller sur Internet et de pirater, mais eux peuvent quand même continuer à avoir un cash flow. Mais de cette manière-là, en même temps, ça fait que tout est disponible à portée de main. Je veux tel jeu, mais le magasin est fermé, mais je vais l'acheter sur le PlayStation Network ou peu importe. Il n'y a plus besoin d'attendre après la fiction. J'ai plus besoin d'attendre à 8 heures le jeudi soir parce que je vais écouter tel feuilleton ou whatever. Je peux juste carrément... Je l'ai quand je le veux. Fait que de cette manière-là, une sorte d'impatience avec les médias, bien, il y a en même temps une impatience dans les médias où on a justement besoin de, peut-être justement, comme tu dis, véhiculer le message moins subtilement, plus ça. Voici le message pour que le monde puisse plus facilement avoir accès à tous les morceaux de l'animal, mettons. C'est ça. C'est juste, par contre, en enlevant ça, on ne veut plus faire travailler les spectateurs. Je dis pas que tous les films doivent être du Gus Van Sant ou des films très, très Dogme 91, quelque chose, où il faut absolument que on tombe dans un cours de sémiotique tout le temps, où il faut capter les sens et essayer de décortiquer le film. Pas tous les films ont besoin d'être des films de David Lynch, par exemple, où c'est vraiment de la narrative au point de vue émotif et non de la narrative au point de vue logique. Mais ça serait quand même intéressant de ne pas juste arriver vers la fin du film, mettre un plateau. Halloween Kills, il y a une scène, je vais essayer d'être le moins spoiler possible, mais il y a une scène où accidentellement, à cause que la foule veut tuer le méchant, accidentellement, la foule tue quelqu'un d'autre. Et là, il y a un personnage qui se retourne vers l'écran et qui dit « Il nous a transformés en monstres, c'est nous maintenant les monstres ». C'est à peine s'il était écrit comme message en dessous. C'est comme, oui, c'est ça le thème de ton film, David Gordon Green, j'ai compris. C'est cool. Merci. Est-ce que tu penses, puis là je t'amène un petit peu dans l'actualité, on reste dans l'actualité, on en parlait un petit peu hors scène, c'est une réflexion que je me faisais il y a avant-hier, quand il y a eu cette magnifique annonce du fait que Taika Waititi va faire l'adaptation de... J'ai pas vu l'annonce, mais j'ai vu comme l'article à propos de l'annonce, mais okay. Continue, oui. Et c'est vrai que l'Incal, c'est une bande dessinée je dirais franco-belge, mais pas tant. Pas dans ce coin-là. Mais dans ce coin-là du monde et de l'édition, on va dire, parce que Jodorowsky, il n'est pas vraiment franco ni belge. C'est de l'anticipation, c'est du space opéra, c'est très comme cette science-fiction qui nous fait regarder notre société et qui nous fait qui met en abîme les problèmes qu'on a déjà dans notre société, puis qui fait juste les extrapoler et imaginer à quoi ils ressembleront dans 300, 400 ans. Mais c'est une bande dessinée qui a été écrite dans les années 80. Puis on a beaucoup comme ça de remakes finalement de choses qu'on avait dans les années 80. Et on parle beaucoup de nostalgie, mais est-ce que c'est pas aussi que ces problèmes qu'on a dans notre société et qui étaient présents dans nos médias des années 80 de façon un peu subtile et implicite, ils reviennent aujourd'hui et ils restent quand même un peu d'actualité, mais on leur met une touche un peu plus explicite, comme si on voulait dire que ça fait 20 ans qu'on en parle quand même. Oui, mais si tu veux aller plus loin que ça, il y a beaucoup des problèmes que les dramaturges grecs, par exemple, parlaient de l'inégalité, les systèmes de classe, les systèmes d'avoir peur de l'étrange. C'est universel. C'est malheureusement, je ne sais pas à quel point ça va être comme dans 100 ans, dans 2000 ans, est-ce qu'on va encore faire de la fiction ou encore faire de l'art à propos de ça? C'est sûr qu'il va toujours avoir quelque chose qui va nous... À moins qu'on décide carrément de comme avoir des micropuces dans nos têtes puis qu'on aseptise tout dans le style de 1984 ou THX 1138. C'est sûr qu'il va toujours avoir à un certain point ce qu'on appelle du drama ou du drame. Il va tout le temps avoir quelque chose qui va être... Il va toujours avoir un besoin qui va être non rempli, et ces besoins-là vont peut-être être non remplis d'une manière plus universelle. Fait que c'est normal qu'il y a souvent des thèmes qui récurrent, des thèmes qui tout ça. Comme on a les activismes pendant la guerre du Vietnam, puis on a de l'activisme présentement avec BLM, tout ça. Tu sais, la jeunesse va toujours vouloir que le monde soit juste. Mais en même temps, c'est comme, par exemple, si on utilise l'exemple, il y avait une quote, je me rappelle plus, je pense que c'est un des philosophes, j'ai oublié, mais il disait que si tu étais jeune et communiste, c'est que tu es une bonne personne. Mais si tu es vieux et communiste, c'est que tu es une méchante personne.
Puis l'idée de ça, en fait, c'est pour dire que si tu veux changer le monde puis instaurer comme un système plus juste pour tout le monde, quand tu es jeune, c'est cool, c'est idéaliste, puis c'est ça normalement ce qu'il faut faire quand tu es jeune, c'est de prendre de l'action. Mais quand tu es vieux, de soumettre tout le monde à une misère égale après avoir compris tous les éléments, tout ça, c'est pas quelque chose qui est c'est pas quelque chose qui est enviable, c'est pas quelque chose que tu veux faire, de forcer les gens à voir ta perspective. Fait que, tant qu'il y aura au moins 2 perspectives différentes, il va toujours avoir un conflit. Fait qu'il va toujours avoir des trucs récurrents qui vont revenir dans le monde, malheureusement. Puis le conflit, c'est pas forcément une mauvaise chose, ça amène des échanges, Non, ça amène mais de la créativité. C'est quoi? C'était dans le 5e élément, par exemple, si on prend un exemple un peu plus pop culture. Il y avait une scène où Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, joué par Gary Oldman, fait un speech à le père Cornelius, qui est joué par Ian Holm, et il lui dit que le mal va toujours être là, non, tout ça. Et il parle du chaos, puis il parle de tout ça. Puis là, il commence à s'étouffer avec une cerise. Parce qu'au début, il brise un verre, puis il dit que vu que le verre est brisé, maintenant, il y a des robots qui vont venir s'en occuper. Il y a comme un chaos, il y a comme quelque chose, il y a une mélodie qui a été créée par quelque chose qui n'est pas quelque chose nécessairement de bien. Un verre qui a été brisé, bien là, il y a quelqu'un qui va venir nettoyer le verre. Il y a quelqu'un qui va nettoyer les chiottes, par exemple. Il y a quelqu'un qui va faire ci, il y a quelqu'un qui va... Il va avoir une réaction à ton action, peu importe c'est quoi l'action. Fait que tant qu'on est capable de poser des actions qui nécessitent une réaction, il va avoir une réaction. Maintenant, si on passe un peu plus sur un aspect, j'ai envie de dire un peu technique de scénarisation, mais technique de réalisation aussi, selon toi, ça je sais pas si tu auras des notes, là-dessus je fais appel à ton expérience. Oh oui, c'est ça, Laurent Dulon, on est comme off-script. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser sur Slido, ouais. Je surveille. C'est quoi les outils qu'un réalisateur a à sa disposition pour justement raconter une histoire et mettre un message à travers cette histoire et monter tout ça ensemble? C'est sûr qu'on utilise des trucs de base comme de l'allégorie. On peut utiliser, comme je dis, Night of the Living Dead, justement. On a utilisé du dialogue similaire à ce qu'on dirait à quelqu'un, justement, qui revient du Vietnam. Il n'y a pas de vie dans son regard, des trucs comme ça, mais on sent jamais non plus, dans ce film-là, par exemple, dire pourquoi c'est quoi la comparaison. Mais dans le fond, c'est ça, c'est prendre des trucs qui sont peut-être les petites choses de la vie qui retournent autour de quelque chose et ensuite les utiliser. Comme par exemple, pas mal tous les épisodes de Star Trek, dans le fond, ça rapporte soit... on a des épisodes soit c'est un épisode de scientifique fou, soit c'est un épisode contre le racisme. C'est tout le temps de même. C'est comme 2 factions qui veulent se chicaner parce qu'ils n'ont pas de raison. Puis il y a un épisode classique de Star Trek, The Original Series, où il y a 2 sociétés qui se battent depuis des millénaires. Et parce que Star Trek, on décide d'être légèrement moins subtil, mais quand même subtil, les 2 races différentes, il y en a un qui est moitié noir, moitié blanc, mais comme blanc comme Pierrot de théâtre. Ouais. Et l'autre, attendez bien ça, est moitié noir, moitié blanc. Fait que là, les 2, ils chicanent, puis ils ont des pouvoirs, comme ils peuvent se transformer en rayons de lumière, puis se battre comme des comètes dans le ciel, whatever, puis c'est en train de détruire le Enterprise. Fait qu'ils veulent le ramener sur leur planète pour qu'ils règlent leur conflit sur leur planète. Parce que ça fait des années qu'ils déambulent dans l'espace à se battre comme des comètes. Puis là, en arrivant sur leur planète, ils se rendent compte que ça fait 10 000 ans que leur planète est morte. Puis ils font juste parce qu'ils ont continué à se battre sans prendre comme 3 secondes pour se rendre compte de pourquoi on se bat. Ils ont oublié pourquoi ils se battent parce qu'ils se battent. Fait que de ce point-là, c'est moins subtil, mais c'est quand même une manière, encore une fois, c'est les années 60, à la télévision, fait que peut-être que c'était un peu plus kitsch, mais c'était quand même une manière intéressante pour un enfant, comme quand j'avais écouté les vieux Star Trek, en rerun, quand ils répètent des émissions à la télé. En rediffusion, oui, c'est ça. Quand je les écoutais, quand j'avais comme 6 ans, ben ce message-là, au moins, fonctionnait. Mais il n'y a personne Captain Kirk qui s'est pas retourné à l'écran puis il n'a pas dit genre « Hey, vous autres, soyez gentils parce que c'est mal, vous voyez. » Il y avait quand même une notion que ces personnages-là agissaient comme les personnages. Les personnages agissaient pas de manière différente parce que là, aujourd'hui, on avait ce message-là à pousser. Ils réagissaient à une situation, mais ça marche dans la sérialisation. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui continue de... Je me suis fait cette réflexion-là quand j'ai vu Ready Player One. Tu vois où je m'en vais, je pense, mais la morale de Ready Player One est tellement explicite, puis simple, puis c'est « Life is good ». Et je trouve que, même encore aujourd'hui, il y a des cas et des films qui se répondent comme ça. Je pense que le commentaire d'un film à l'autre
est important aussi. Oui, ben c'est ça. Ben là, on rentre dans la méta-narrative. On parlait de métaverse les autres jours. Fait que c'est quoi la méta-narrative? OK, bien, méta, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire par-dessus ou à l'extérieur de. Fait qu'on a la narrative, c'est ce qui se passe dans ton film, puis on a la méta-narrative derrière ça, qui est dans le fond, ça peut être des trucs qui se passent behind the scenes, ça peut être des trucs qui se passent dans la pop culture, ça peut être des trucs qui se passent dans la culture, ça peut être des trucs, comme par exemple, justement, on disait que BLM avait informé Candyman. Par contre, à cause de COVID, qui est un autre élément de méta-narrative, le film a été repoussé de 2 ans. Fait que là, maintenant, la morale un peu plus assommante, qui aurait fonctionné pas mal exactement si ça avait été sorti quand c'était sorti. Maintenant, a l'air juste d'un peu de A, t'es en retard un peu avec le bateau. Puis B, pourquoi tu nous dis ça? Ça fait 2 ans qu'on le sait, genre. Fait que si des films, justement, ont des délais, pas par leur faute, mais à cause d'événements mondiaux, comme par exemple une pandémie, ben c'est un peu comme les épisodes des Simpsons qui prennent 6 mois à faire. Peut-être maintenant c'est 3 mois, mais dans le temps, les Simpsons, ça prenait 6 mois à faire un épisode, de l'envoyer en Corée, de le faire à Disney, puis de le rapporter, tout ça. Puis il y a beaucoup de blagues dans les Simpsons que maintenant sont intemporelles, mais quand ils ont commencé à essayer de devenir un peu plus Family Guy vers la saison 11 ou 12, il y avait des gags qui avaient comme maintenant, tu sais, il était tellement rendu vieux, le gag qui avait du poil dessus, comme on dit. Il y avait des gags qui finalement, c'était comme, ben c'était cool il y a 6 mois, mais plus personne parle de ça maintenant parce que tu as été en retard. Contrasté à, par exemple, South Park, eux, notoirement, peuvent faire un épisode en 2 à 3 jours. OK. À cause de leur nouvelle technique informatique. Il y a quelque chose qui se passe cette semaine-là, ils vont rire le vendredi. Je vois le temps qui avance. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ta carrière à toi. OK. Parce que tu fais plein de choses, tu enseignes la scénarisation. Oui. C'est beaucoup de ça qu'on a parlé. Mais comme je disais quand je t'ai introduit, tu es aussi un réalisateur indépendant depuis très longtemps. Oui. Puis tu as fait des shows YouTube comme The Resellers, Oui. comme Creatures of the Night. Oui. Et puis tu as fait des films indépendants. Je sais que tu es un fan de cinéma de genre, surtout de Horreur, tout ce qui est science-fiction. horreur, science-fiction. Ouais, c'est ça. C'est quoi qui te touche particulièrement dans l'horreur et dans la science-fiction? C'est pourquoi que tu vas dans ces endroits-là? C'est sûr qu'en tant que cinéaste indépendant, d'attaquer un drame, il faut absolument que tu l'attaques d'une manière qui est un peu plus précise. Il faut que tu aies des acteurs qui sont top-notch. Si tu fais un drame ou de la comédie puis que tes acteurs n'ont pas un timing parfait, que ce soit dans le drame ou dans la comédie, les gens vont peut-être rire, mais pas pour les raisons que tu veux. Tandis que horreur, de véhiculer du suspense, de créer du suspense à travers de la mise en scène, à travers des réactions faciales, à travers des trucs universels comme ça, c'est un peu plus facile de créer ça. Je ne le fais pas nécessairement par facilité, mais c'est aussi un genre qui permet beaucoup plus de créativité. C'est possible d'être créatif dans un drame, mais il faut quand même rester terre à terre, il faut quand même rester un peu plus cloîtré. Tu sais, on peut avoir un drame où c'est un science-fiction drame, on est dans l'espace, on parle de clonage, tout ça, mais il faut quand même faire fi, un peu comme par exemple si on voit le premier film de Purge, où non seulement c'était pour une raison de budget, mais c'était pour une raison de garder ça un peu plus ancré narrativement, dramatiquement. On se ramasse avec des gens qui s'échappent à cette notion qu'une journée par année, tu peux comme faire ce que tu veux, tu peux aller tuer du monde, tu peux aller faire ce que tu veux. Bien, eux se cachent dans leur maison, puis là, ils se font attaquer dans leur maison. Fait que c'est une manière petit budget d'avoir un gros concept, mais c'est quand même dramatique, c'est quand même bien. Contraste ça avec, par exemple, Us de Jordan Peele, où tu as une narrative similaire, où tu as quelque chose de science-fiction, de bizarre, mais le ton n'est pas exact. C'est supposé être quelque chose de dramatique, mais en même temps, non. Fait que ça fait juste comme un mauvais épisode de Twilight Zone au lieu d'être un bon épisode de Twilight Zone qui est capable de jongler dramatique avec notion de genre. Puis, comment est-ce que... Je pense que les temps ont beaucoup évolué depuis les moyens, les accès aux moyens technologiques ont beaucoup évolué depuis que tu as commencé à faire du cinéma. Aujourd'hui, ce serait quoi ton conseil pour quelqu'un de jeune qui voudrait se lancer dans le cinéma, même indépendamment? Est-ce qu'il devrait se lancer indépendamment? Est-ce qu'il devrait tout de suite essayer d'aller se déplacer à Hollywood, à New York, essayer de se placer dans un gros show? Comment on rentre dans ce milieu-là? Il y a plusieurs réponses. Évidemment, il y en a certains qui vont dire népotisme, mais en fait, c'est plus qui vous connaissez. Si justement, par exemple, vous avez travaillé avec quelqu'un, tout ça, comme justement, j'ai travaillé avec toi plusieurs fois, et là, tu as pensé à moi pour cette conférence-là, mais c'est pas du népotisme. C'est toi qui as eu des expériences connexes avec moi, ou que ce soit par coïncidence, ou que ce soit ça donne que je suis ton fils, par exemple. Non, on a le même âge. Là. Mais mettons, ça donne que je suis ton fils, mais que j'ai montré que j'étais capable de faire quelque chose d'intéressant ou que j'étais passionné par ça. Ben là, tu peux me donner une chance ou m'envoyer chez quelqu'un d'autre qui, lui, a besoin de quelqu'un, puis de fil en aiguille. Fait que de cette manière-là, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est né avec quelqu'un qui est dans l'industrie ou qui connaît quelqu'un de l'industrie. Fait que veut pas. Après ça, on tombe à se démarquer. Fait qu'il y a des gens qui choisissent la manière maintenant de soit faire des courts-métrages en ligne ou dans les festivals, tout ça, ou des longs-métrages dans les festivals.
d'essayer d'économiser par eux-mêmes de tout. C'est ça que moi j'ai essayé de faire. Puis là, 20 ans plus tard, je suis là maintenant, au moins j'enseigne la scénarisation, fait que j'ai déjà comme monté d'un grade. Mais là, présentement, justement, je suis en train d'essayer de faire ça un peu plus traditionnellement. Là, présentement, je suis en train de faire du porte-à-porte, de demander d'essayer de me renseigner, à trouver des producteurs, trouver un agent, trouver un manager, que lui va s'occuper de la paperasse, que lui va s'occuper de faire des demandes à la SODEC, par exemple. Au Canada, par exemple, c'est différent du système américain, où le système américain, c'est des studios, mais c'est des studios indépendants techniquement, dans le sens que Warner Brothers finance Warner Brothers. Oui, ils ont des coupures de taxes ici et là, mais c'est quand même Warner Brothers qui dirige Warner Brothers, tandis qu'au Canada, 95% des productions vont passer à travers un organisme comme la SODEC ou en tout cas des organismes gouvernementaux du Canada. Et après ça, c'est là qu'on demande des bourses, c'est là qu'on fait des demandes, c'est là que tout ça. Puis l'avantage de ça, c'est que ça permet justement à des projets qui n'auraient peut-être pas été faits d'être faits, mais le désavantage de ça, c'est que, par exemple, les films de genre ont un peu plus de difficultés. On en a au moins un à tous les 2-3 ans, mais le monde oublie qu'il existait, puis le monde ne va pas le voir. Fait que on a des fois des bons succès, comme dernièrement, Robin Aubert avait fait Les Affamés, qui était très bien. On avait aussi... mais personne ne se rappelle, par exemple, du Poil de la Bête de Guillaume Lemaitre-Vierge. Non. C'est ça, c'est des films qui existent, mais c'est pas, ça y va aussi, quand c'est le gouvernement qui gère un peu plus la culture ou qui gère un peu plus l'aide à la culture, on se ramasse plus souvent que d'autres. Justement, au Québec, on aime le drame. On aime beaucoup le drame, on aime beaucoup le type de film qui parle de nous-mêmes, qui parle de nous. On aime ça que ça parle de nous. On ne veut pas faire juste une narrative puis que ça donne que ça se passe au Québec. On avait essayé ça, par exemple, avec Louis Saya, qui avait essayé avec Les Dangereux. Je sais pas si tu as vu ça. Non, je l'ai pas vu. Vois pas ça. Je dirais jamais ça, OK? Je dirais jamais vois pas un film, mais Les Dangereux, c'est ouf, là. Non, en fait, vois-le, mais amène de l'alcool. Mais c'est ça, c'est un film d'action de genre, mais qui est pas nécessairement genre on est au Québec, mais qui a des jouals, des accents, tout ça. Fait que c'était une manière d'essayer d'être plus international avec quelque chose de plus local, mais c'est pas souvent facile. Sinon, le dernier conseil que je vais donner pour les jeunes qui veulent commencer à faire des films, faites-en. Dans mon temps, j'avais une caméra VHS. Il fallait que j'enregistre avec une cassette VHS. Après ça, on en avait 2 VHS où on prenait la cassette et une autre cassette pour enregistrer. On faisait le montage en faisant play, record. Après ça, on arrêtait, on fast-forwardait, on faisait stop. Après ça, on faisait record, puis on faisait du montage de même. Après ça, on faisait rewind, puis là, on voulait le faire. Puis oublie ça des effets visuels, puis oublie ça mettre du texte. Là. À moins que ton texte, tu l'avais mis dans ta caméra VHS. Fait que après ça, on est tombé dans le mini DV, on est tombé après ça, j'avais une flip Mino, j'étais vraiment cool parce que j'avais du 720 dans ma poche, tu sais. Puis là, maintenant tout ce que vous avez besoin, techniquement, c'est quelque chose de bien pour enregistrer le son, fait qu'un microphone, peut-être même un lavalière qui se branche en jack 1.8 ou en jack 1.8 adaptateur Lightning, et un éclairage LED du Dolorama, là, les cercles, là, les éclairages de YouTubers. Prenez-en 2, ayez au moins 2 éclairages, peut-être un backlight, puis votre téléphone. Commencez avec votre téléphone. Perdez pas votre temps à attendre d'avoir l'équipement, d'être prêt, d'être parfait, c'est pas prêt, non. Assurez-vous d'avoir un bon script. Assurez-vous après ça, ou au moins un script qui vous satisfait vous. Puis commencez avec des courts-métrages. Faites des films de 1 minute. Essayez de maîtriser, de faire une narrative complète en 1 minute. Une fois que vous êtes capable de raconter une histoire qui est intéressante en 1 minute, 2 minutes, comme on fait pour nos étudiants, justement, au collège où on enseigne, on leur demande de faire des 2D, 3D, selon les années qu'ils ont, en 2 minutes. Et s'ils sont capables de faire une narrative complète en 2 minutes qui se complète, eh bien, là, après ça, tu vas être capable, après ça, de faire des narratives plus longues. Parce qu'on a souvent tendance à vouloir trop mettre d'éléments. Fait que là, dans 2 minutes, non, il faut que tu coupes, mais il faut que ça reste, que ça ait encore du sens. Fait que c'est ça. C'est un beau conseil, ça. Puis je pense que c'est un bon conseil pour finir, surtout. Ouais. On va wrap up, on a fini notre temps. C'est toujours un plaisir de parler avec toi, Jérôme. Parler ou déambuler dans les meilleurs. On va en parler encore longtemps. Mais je pense que c'est ça le bon conseil. Y aller. Oui, absolument. Vous voulez faire de quoi, faites-le. Tant que c'est légal et que ça fait de mal à personne, faites-le. Puis quand on dit légal, si jamais, mettons, il y a une clôture puis qu'il y a quelque chose que vous voulez filmer l'autre bord de la clôture, je vous dis pas d'outrepasser cette clôture, de le filmer puis d'en parler à personne, mais si vous avez besoin d'une scène puis que ça fait mal à personne physiquement, au moins, faites-le. Écoute, merci beaucoup. Je vais t'inviter à sortir de la scène par ce côté-ci. Parfait. Je sais pas ton micro et ton masque. Ouais, je t'ai dit, ils s'entraident. J'ai-tu ma bouteille? Non, j'ai... Oh, le micro. OK. Merci. Et puis moi, je vais appeler sur scène ma collaboratrice. Je vais ramasser ça et le faire sortir de scène. Ma collaboratrice, Laura. Laura, est-ce que tu remontes sur scène pour nous présenter notre prochain invité ?